Le football, dont la forme actuelle a vu le jour au XIXe siècle, est devenu au fil des années le sport le plus populaire au monde. Il comptabilise aujourd'hui près de 300 millions de licenciés à travers le monde, sans prendre en compte tous les autres passionnés du ballon rond. La France, dernière nation championne du monde en date, recense plus de 2 millions de licenciés sur son territoire national. La notoriété du football étant grandissante, les intérêts liés à ce sport n'ont cessé de croître, jusqu'à générer en France pour la saison 2015-2016 plus de 7,5 milliards d'euros. Au vu de ces sommes et des intérêts qui en découlent, le football a malheureusement perdu quelques-unes de ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, certains acteurs du football subissent les dommages collatéraux liés à ces intérêts. Dans ce documentaire, nous allons vous faire découvrir une partie de l'envers du décor du monde du football. Pour cette saison 2018-2019, l'Union nationale des footballeurs professionnels, l'UNFP, seul syndicat des footballeurs professionnels en France, a recensé 145 cas de lofter sur 26 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 confondus. Un lofter est un joueur encore sous contrat, que son club placardise comme on le dit dans le monde du travail, l'incitant ainsi à quitter le club malgré son contrat en cours. Certains joueurs subissent de grosses pressions psychologiques et sont parfois sujets à des actes pénalement répréhensibles. Pour comprendre ce que vivent ces lofters, nous allons vous plonger dans l'univers de l'un d'entre eux. Anatole Ngamukol, ancien joueur du Stade de Reims, club actuel de Ligue 1, illustre parfaitement ces pratiques de mise à l'écart les plus délictueuses. En 2017, Anatole Ngamukol signe un contrat de 2 ans au Stade de Reims, club évoluant en Ligue 2, après avoir été vice-champion de Suisse, vainqueur de la Coupe de Suisse, barragiste de la Ligue des Champions et de l'Europa League, après 2 saisons au Red Star en Ligue 2 dont il finit meilleur buteur du club. Il participe à 26 rencontres de championnat avec le Stade de Reims et aide ainsi à l'accession du club en Ligue 1. En mai 2018, une fois l'accession en Ligue 1 validée, son entraîneur M. Guillon et le président du club, M. Caillot, lui font comprendre qu'ils se passeront de lui en Ligue 1 pour la saison suivante, malgré son contrat de travail en cours. M. Caillot lui dit lors de cet entretien: On est tout à fait conscient que tu es un mec bien, que tu t'es fondu dans le groupe, que tu as été un équipier modèle. Il n'y a pas de débat là-dessus. On ne te fait aucun reproche. Les qualités, tu ne pourras pas les montrer puisque tu ne joueras pas. Donc c'est ça le vrai problème. Malgré son incompréhension, le joueur conserve une attitude professionnelle et poursuit les entraînements jusqu'à la fin de saison en Ligue 2. Il part en vacances, comme l'ensemble de ses coéquipiers, et se présente au centre d'entraînement le jour de la reprise, soit le 29 juin 2018. Il lui reste à ce moment encore 1 an de contrat à honorer. Ce 29 juin 2018, la reprise de l'entraînement avec le groupe de Ligue 1 lui est formellement interdite. Le club lui fait savoir qu'il serait mis à disposition du groupe Pro 2, dont la reprise est programmée le 11 juillet 2018. Pourtant, l'article 507 de la Convention collective nationale des métiers du football, plus communément appelée Charte du football professionnel, stipule: sauf accord des parties, la date de reprise de l'entraînement doit être commune pour tous les joueurs sous contrat professionnel, à l'exception des joueurs âgés de moins de 20 ans au 31 décembre de la saison en cours. Aucun accord n'avait été conclu entre les parties, le joueur ayant été contraint d'accepter cette première injustice contre son gré. Sa mise à l'écart du groupe Ligue 1 lui est notifiée jusqu'au 31 août 2018, date correspondant à la fin du mercato, période des transferts. Pendant toute cette période, le joueur s'entraînera avec le groupe Pro 2, s'acquittant de toutes ses obligations contractuelles. A contrario, le club lui interdira l'accès au vestiaire du groupe Ligue 1, ne lui fournira pas les mêmes équipements que ses coéquipiers et il ne sera pas convié à la photo officielle de l'équipe. Sur le site officiel du Stade de Reims, il était le seul ancien joueur du club à encore apparaître avec le maillot de Ligue 2 lorsque tous ses anciens coéquipiers étaient revêtus du nouveau maillot de Ligue 1. Le 31 août 2018, lors d'une conversation téléphonique, le directeur général délégué du Stade de Reims, M. Mathieu Lacour, fait savoir à Anatole que sa mise à l'écart du groupe Ligue 1 sera reconduite au 1er septembre 2018. L'article 507 de la Charte du football mentionne: la mise à disposition de tout joueur sous contrat professionnel dans le deuxième groupe d'entraînement doit s'effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l'effectif. Elle ne doit en aucun cas se prolonger de manière régulière, permanente et définitive, s'apparentant à une mise à l'écart du joueur contraire à l'esprit du texte et du contrat de travail du footballeur professionnel. La répétition de ces mises à l'écart des joueurs de football dégrade leurs conditions de travail, porte atteinte à leurs droits, à leur santé morale et constitue un préjudice énorme à leur avenir professionnel. Le non-respect de cet article 507 peut donc entraîner la violation de l'article 222-33-2 du Code pénal qui mentionne:
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Monsieur Lacour ne s'arrête pas là. Il dit également aux joueurs: Écoute, on va faire très simple, Anatole. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans des tergiversations. Soit tu acceptes d'être dans le groupe Pro 2, soit si t'es pas dans le groupe Pro 2, ben écoute, on fera une mise à pied, un licenciement. Qu'est-ce que je te dis là? Ok, donc un contrat, le contrat n'est pas respectable. Ça veut dire ça, en gros. Exactement. Ok. Le 3 septembre 2018, Anatole demande s'il pourra au moins jouer des matchs de compétition avec l'équipe réserve du club afin de garder le rythme des matchs. Ce même monsieur Lacour lui rétorque: Les matchs avec la réserve, tu pourrais les jouer ou pas? Ah non, je te dis, on fera jouer les jeunes. Ok, donc je ferai que des entraînements. Exactement. Cela ne serait-il pas constitutif d'une discrimination à l'âge? L'article 225-1 et 2 du Code pénal stipule: constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur âge. La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Sur conseil de l'UNFP, Anatole met en demeure le club de le réintégrer dans le groupe 1, conformément à la législation sportive en la matière. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, il saisit la commission juridique de la Ligue de football professionnel, la LFP, pour statuer sur son cas et ainsi contraindre le club à le réintégrer dans le groupe de Ligue 1. Suite à cette saisine, le joueur subit de nouvelles déconvenues. Il est accusé par M. Lacour et M. Turpin, responsables juridiques du stade de Reims, d'avoir eu une attitude insultante et menaçante envers le club, sa direction et envers M. Lacour. Ces faits se seraient produits le 1er octobre 2018, suite à la nouvelle reconduction de la mise à l'écart du joueur par le club. Ces accusations lui valent une mise à pied et une convocation préalable en vue d'un éventuel licenciement. Un enregistrement audio de la conversation du 1er octobre, à l'origine de ces accusations, vient pourtant disculper Anatole des faits qui lui sont reprochés. Cette sanction semble correspondre à la mise en application de la menace proférée par M. Lacour à l'encontre du joueur le 31 août 2018. Rappelez-vous ce qu'il lui avait dit. Soit tu acceptes d'être dans le groupe Pro 2, soit si t'es pas dans le groupe Pro 2, ben écoute, on fera une mise à pied, un licenciement. Qu'est-ce que je te dis là? Anatole, alors assisté du collectif Libre et Égaux en droit et de l'association Union de la sagesse populaire, militant tous deux pour l'application des droits de l'homme, porte à la connaissance de l'UNFP l'existence de ces enregistrements disculpant Anatole, mais surtout inculpant M. Lacour de dénonciation calomnieuse. L'article 226-10 du Code pénal nous définit la dénonciation calomnieuse en ces termes. La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, et que l'on sait totalement ou partiellement inexacte, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite, soit au supérieur hiérarchique ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. M. Lacour a dénoncé ces faits à l'employeur ainsi qu'à la LFP le 4 octobre 2018. Cette dernière est une autorité ayant pouvoir d'y donner suite en prononçant des sanctions administratives prévues par les textes régissant la législation footballistique. En effet, on trouve dans l'article 7 de la Charte d'éthique et de déontologie du football, les instances du football s'engagent à édicter les règles garantissant l'équité et l'intégrité du football, à veiller à leur respect et à en sanctionner les manquements. On trouve dans les sanctions pouvant être infligées par la LFP à un club l'amende, la perte d'un ou de plusieurs matchs par pénalité, le retrait de points au classement, la mise hors compétition, la rétrogradation en division inférieure, la radiation, la réparation du préjudice matériel causé, l'interdiction pour une durée limitée d'être affilié à la FFF. Le caractère calomnieux de cette dénonciation ne souffre donc d'aucune contestation, les faits étant inexacts et dénoncés à des autorités. Le 12 octobre 2018, Anatole se rend au commissariat de Reims pour y déposer une plainte à l'encontre de M. Lacour pour cette dénonciation calomnieuse. Le dépôt de plainte lui sera refusé, l'officier de police judiciaire présent ce jour lui mentionnant que les faits qu'il dénonce ne sont pas constitutifs d'une infraction et qu'il peut décider de l'opportunité des poursuites à engager. Pourtant, l'organisation judiciaire stipule que les officiers de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes des citoyens et que l'opportunité des poursuites appartient au procureur.
En effet, l'article 15-3 du Code de procédure pénale mentionne: les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées. L'article 40-1 du Code de procédure pénale mentionne: le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun, soit d'engager des poursuites, soit de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, soit de classer sans suite la procédure. Comment donc expliquer une telle attitude de la part de cet officier du commissariat de Reims? Les faits ont par la suite été dénoncés à l'inspection générale de la police nationale. Anatole s'est alors rendu à la gendarmerie de Vitry-les-Reims où l'accueil fut très professionnel. Le dépôt de plainte a pu y être effectué. Le 23 octobre 2018, M. Ngamukol se rend à la commission juridique de la LFP en compagnie de son frère et du représentant du pôle juridique de l'association USP. Pour sa défense, le Stade de Reims avait produit plusieurs documents. Une attestation sur l'honneur de M. Guillon, l'entraîneur du Stade de Reims, mentionnant: je sous-signé David Guillon, compte réintégrer dans mon effectif professionnel le joueur Anatole Ngamukol lors de la période de trêve internationale du 12 au 20 novembre. Je considère que le joueur avait besoin de temps pour retrouver sa forme physique et un niveau convenable pour participer aux séances d'entraînement. Comment M. Guillon a-t-il pu attester vouloir le réintégrer, lui qui affirmait ne pas compter sur lui? Comment assurer qu'il n'était pas en forme alors qu'il ne lui a pas laissé l'opportunité de s'entraîner ne serait-ce qu'une seule fois à la reprise? Comment peut-il attester le 15 octobre 2018 que le joueur sera réintégré courant novembre alors qu'il a été mis à pied depuis 2 semaines par le club et qu'il ne s'entraîne donc plus? Pouvait-il retrouver la forme en ne s'entraînant plus du tout pendant 1 mois et demi? M. Guillon n'a jamais voulu d'Anatole dans le groupe de Ligue 1, comme en atteste la déclaration du président M. Caillot dans cet article du 28 décembre 2018. En fin de saison dernière, il lui a été signifié que le coach ne comptait pas sur lui dans l'effectif de la Ligue 1. Cette attestation comporte donc de nombreuses incohérences. L'article 441-7 du Code pénal mentionne: est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. Il a également été transmis à la commission juridique de la LFP la photo du joueur portant son maillot de Ligue 2 en ayant effacé par photomontage le logo de Ligue 2. Souhaitait-il faire croire à la LFP que le maillot qu'il portait sur le site était celui de Ligue 1 et qu'il était ainsi traité comme les autres joueurs alors que le maillot de Ligue 2 en question est clairement reconnaissable? Pourquoi le Stade de Reims a-t-il produit des documents tels que ceux-ci? Souhaitait-il atténuer l'apparence du préjudice subi par le joueur afin de tromper la vigilance de la commission juridique de la LFP? Malgré cela, la commission juridique donnera raison au joueur sur le non-respect de l'article 507 de la Charte du football professionnel. La commission statue. La commission, considérant qu'en pareil cas, l'affectation de M. Anatole Ngamukol au sein du second groupe d'entraînement est effective depuis suffisamment longtemps pour considérer qu'elle n'est pas temporaire, dit que dans l'hypothèse où celle-ci n'aboutirait pas à la rupture du contrat du joueur par le Stade de Reims, le joueur doit être intégré au premier groupe d'entraînement des joueurs professionnels. En effet, cette même commission avait également été saisie par le Stade de Reims pour une demande d'homologation de rupture anticipée du contrat de travail du joueur pour les motifs évoqués dans sa mise à pied. Lors de cette audience, le Stade de Reims a exposé les motifs ayant conduit à la mise à pied du joueur. Ce dernier, quant à lui, n'a pas eu l'opportunité du contradictoire pour se défendre. Il a néanmoins porté à la connaissance de la commission juridique que des enregistrements le disculpant des griefs à son encontre existaient. La commission aurait dû convoquer les 2 parties à une date ultérieure afin de se pencher plus particulièrement sur cette saisine du Stade de Reims, surtout après avoir eu connaissance de l'existence des enregistrements qu'elle ne demandera jamais par la suite. Le 29 octobre 2018, le Stade de Reims licencie Anatole, reprenant les mêmes motifs que ceux évoqués pour sa mise à pied, à savoir des propos calomnieux. Le joueur sollicite de nouveau la commission juridique de la LFP afin que l'instance ne valide pas cette rupture anticipée du contrat de travail et demande à être auditionné de nouveau. Cette requête a été refusée par la commission juridique qui a enregistré la rupture anticipée du contrat de travail du joueur le 6 novembre 2018. La commission, lecture faite du courrier du 5 novembre 2018, au terme duquel M. Anatole Ngamukol sollicite de la commission qu'elle ne procède pas à l'homologation de la rupture précitée, mais qu'elle convoque les parties en vue de les entendre sur le litige qui les oppose depuis le début de saison, considérant en outre que le contrat du joueur a été rompu par anticipation par le club, ce qui rend la demande de M. Anatole Ngamukol inopérante. Enregistre la rupture du dit contrat. Que coûtait-il à la commission d'entendre les parties sur ce litige? La commission a été saisie 2 fois distinctement. Pourquoi ne pas procéder à 2 audiences distinctes? Pourquoi, une fois alertée sur les enregistrements inculpant les dirigeants du Stade de Reims, n'a-t-elle pas souhaité les consulter afin de s'assurer de la véracité des propos tenus par les 2 parties? Le Stade de Reims accuse le joueur d'avoir eu une attitude insultante et menaçante. Le joueur assure que ses propos sont calomnieux. Pourquoi la commission n'a-t-elle pas souhaité enquêter pour séparer le bon grain de l'ivraie et ainsi sanctionner des comportements contraires à la déontologie du football?
La LFP cautionnerait-elle que des comportements tels que ceux-ci se produisent au sein du football français dont elle est l'une des garantes? Pendant ces longs mois de lutte acharnée pour ses droits, Anatole Ngamukol restait en relation étroite avec l'UNFP, notamment avec son président M. Pia, également président de la FIFPro, syndicat international des joueurs professionnels de football. Le syndicat lui manifeste son soutien dans un courrier officiel, lui affirmant qu'il l'accompagnera au mieux dans ses procédures, y compris devant les juridictions pénales le cas échéant. On peut lire dans ce courrier: nous tenons à te réaffirmer tout le soutien de l'UNFP dans toutes les démarches que tu souhaiterais mettre en place pour réhabiliter ton honneur et la qualité de ton professionnalisme. D'abord judiciaire, car nous avons bien conscience du préjudice moral et psychologique que tu as vécu au quotidien, qui mérite d'être largement réparé. À ce stade, 2 choix s'offraient à Anatole. Le premier consistait à trouver un terrain d'entente avec le Stade de Reims afin d'être libéré pour signer dans un autre club, renonçant ainsi à faire valoir ses droits. Cela lui aurait permis de rester dans le circuit sans trop de conséquences fâcheuses sur sa carrière. Le second était celui de se battre pour ses droits, mais également pour ceux de tous ces footballeurs victimes des mêmes agissements et qui, de peur de ne plus pouvoir exercer leur métier, ont choisi d'accepter l'inacceptable, à savoir renoncer à la justice qui leur est due. Envahi par une volonté de justice et souhaitant mettre un terme à ces pratiques délictueuses, Anatole a choisi la deuxième option, au risque de tout perdre. Il a donc choisi de lancer l'alerte sur ces pratiques et de porter le combat de tous ces footballeurs victimes d'actes pénalement répréhensibles. On peut lire dans une interview de M. Pia: quand certains ne veulent pas partir, parce qu'ils se disent « Non, je veux faire voir à l'entraînement que je peux avoir ma place, j'ai un contrat, je veux l'honorer », la menace, c'est de l'envoyer en réserve et de ne même pas le faire jouer avec la CFA. C'est une forme de harcèlement pur et dur qui peut mettre les joueurs dans des conditions psychologiques terribles. Il y a une commission juridique à la Ligue qui est amenée à prendre en compte les plaintes. Mais il s'avère que beaucoup de joueurs ne veulent pas porter plainte parce que si jamais ils le font, ils peuvent être mis sur une blacklist. La plupart du temps, cette commission dit que le club doit réintégrer le joueur. Mais comme il n'y a pas de sanction directe, un club peut se dire « Je m'en fous de ce que dit la commission juridique, je ne le ferai pas ». Le 15 novembre 2018, M. Pia évoque le cas d'Anatole lors du bureau du comité d'administration de la LFP, lors duquel sont présents Mme Bois de la Tour, présidente de la LFP, et M. Le Graët, président de la FFF. Le bureau entend M. Philippe Pia détailler les informations qu'il a reçues sur la situation du joueur Anatole Ngamukol au stade de Reims. Le lendemain, il s'entretient personnellement avec les 2 présidents des instances footballistiques, leur mentionnant que des enregistrements audio disculpent le joueur des faits qui lui sont reprochés. Il insiste sur le fait que les instances du football ont des obligations face à ce genre de situation et leur demande de recevoir le joueur afin de l'entendre et qu'il puisse leur présenter les preuves parfaites dont il dispose. Aucune des 2 instances n'a accordé d'audience au joueur. Face à l'immobilisme des instances du football, l'USP interpelle à plusieurs reprises Mme Bois de la Tour à travers différents courriers, lui demandant de recevoir le joueur qui possède tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. La présidente de la LFP déclinera toutes les demandes effectuées par écrit. Le joueur s'est donc rendu dans les locaux de la LFP afin d'être entendu directement. Après presque 3 heures d'attente sur place, Mme Bois de la Tour sort d'une réunion et croise le joueur. Elle commence à s'entretenir avec lui, mais M. Quillot, directeur général de la LFP, empêchera brutalement Mme Bois de la Tour de poursuivre cette entrevue. Pourquoi une instance telle que la LFP, avec tous les pouvoirs coercitifs dont elle dispose, n'a-t-elle pas souhaité enquêter sur les éléments qui lui ont été mis en lumière? Il est pourtant mentionné dans l'annexe 2 des règlements généraux de la FFF. L'organe disciplinaire de première instance peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Suite à un nouveau courrier de l'association rappelant à Mme Bois de la Tour ses responsabilités en tant que présidente de la LFP, lui stipulant également qu'elle pourrait faire l'objet de poursuites judiciaires en cas de nonchalance prolongée dans ce dossier, elle répond « Je vous confirme qu'il ne m'appartient pas d'intervenir dans un dossier qui est aujourd'hui devant la commission paritaire d'appel. Par ailleurs, vous faites référence à la démarche que vous allez entamer devant les juridictions civiles. Si le moment venu, la LFP estime devoir se constituer partie civile, elle le fera, mais dans la neutralité qu'il convient d'observer à ce stade du dossier. » Face au manquement du stade de Reims et à l'immobilisme des instances du football, Anatole se rapproche d'un avocat en la personne de Maître Meillet qui, au vu du dossier, décide de mettre en demeure la LFP et la FFF de réagir pour aider à la manifestation de la vérité, protéger une victime et sanctionner des délinquants sévissant au sein du monde footballistique. Madame Bois de la Tour répondra une nouvelle fois que le dossier d'Anatole doit être examiné par la commission paritaire d'appel, ne souhaitant pas faire plus que cela pour le moment. Le président de la FFF, M. Noël Le Graët, n'a toujours pas répondu à ce courrier datant du 17 décembre 2018. Maître Meillet a ensuite entamé une procédure judiciaire en citation directe à l'encontre de M. Guillon et M. Lacour pour harcèlement moral auprès du tribunal de Reims.
Face au mutisme de la FFF sur ce dossier, l'USP décide d'alerter le président de la Haute Autorité du Football sur la situation des joueurs de football victimes de cette pratique des lofts. M. Jezierski, président de cet organe de la Haute Autorité du Football, répondra premièrement. Vous saisirez donc que la HAF n'a pas pour mission de traiter le cas individuel. Il lui sera rappelé la systématisation de ces pratiques et que cela concerne de plus en plus de footballeurs, comme en attestent les chiffres avancés par l'UNFP. 145 pour cette seule saison 2018-2019. M. Jezierski répond alors. La Haute Autorité va inscrire votre saisine à l'ordre du jour de sa prochaine réunion plénière qui se déroulera en janvier et celle-ci sera étudiée par l'ensemble des membres de la HAF. Alors je reviendrai vers vous par un nouveau courriel afin de vous faire part de nos observations. Malgré un courrier de relance, l'association attend encore aujourd'hui le retour de M. Jezierski. Les violences psychologiques dans le football ne seraient-elles pas une priorité pour toutes ces autorités ? Ces pratiques se répandent au point que la presse étrangère elle-même a dénoncé ces faits. Un article mettant en lumière ces footballeurs luttant pour leurs droits face aux violences psychologiques dont ils sont victimes a largement été relayé dans la presse, notamment américaine, avec Fox News, le Seattle Times, le New York Times et bien d'autres. Le premier média à avoir alerté en France est Mediapart, qui a publié un article sur la situation subie par Anatole en date du 26 décembre 2018. Cette publication a entraîné quelques médias à s'emparer du sujet. France 3 réalise un court reportage sur sa situation, reportage qui sera diffusé lors du journal télévisé, puis posté sur la chaîne YouTube de France 3. En une dizaine de jours, la vidéo avait été visionnée plus de 118 000 fois. Si une capture d'écran n'avait pas été réalisée pour en témoigner, il serait aujourd'hui impossible de savoir combien de fois cette vidéo a été visionnée, car France 3 l'a supprimée avant de la remettre, faisant repartir le compteur à zéro. Sans vouloir être complotiste, beaucoup de personnes se posent la question à savoir pourquoi France 3 a fait cela. La vidéo commençait-elle à déranger ? L'engouement autour de la situation d'Anatole devait-il être freiné de toute urgence ? Les questions restent en suspens. Nous voyons à travers ce récit qu'il est extrêmement difficile pour un joueur de faire valoir ses droits, surtout lorsque les instances censées protéger les intérêts des acteurs du football ne prennent pas leurs responsabilités, même lorsque les auteurs sont identifiés et que des preuves parfaites existent. Quelle est la position de Madame la ministre des Sports dans cela ? Au vu de l'immobilisme de la LFP et de la FFF dans ce dossier, le père du joueur, constatant la dégradation de l'état psychologique de son fils, a décidé d'alerter Madame la ministre des Sports, Madame Mara Cineanu, sur l'injustice que son fils a subie de la part des dirigeants du stade de Reims. Il demande à ce qu'elle reçoive son fils ainsi que les membres de l'association, afin de lui exposer les pratiques délictueuses dont il a été victime. Le chef de cabinet de Madame Mara Cineanu répondra au père du joueur. Madame la ministre a lu votre correspondance avec intérêt. Cependant, les contraintes de son agenda ne lui permettent pas d'honorer votre demande d'audience. Elle m'a chargé de transmettre votre requête au président de la Fédération française de football afin qu'elle soit examinée dans les meilleurs délais avec toute l'attention nécessaire. À la lecture de ce courrier, l'association a écrit à Madame la ministre afin de lui faire part de l'immobilisme de la FFF malgré sa connaissance du dossier jusqu'alors. L'USP rédige. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé des suites données à cette affaire. Si elles sont à la hauteur des responsabilités républicaines qui incombent aux dirigeants du football, nous en serons rassurés. Dans le cas contraire, nous reviendrons vers vous afin de trouver la solution la plus adaptée à cette problématique, ternissant chaque jour davantage l'image de notre sport national. À ce jour, M. Noël Le Graët n'a toujours pas contacté le joueur, malgré le courrier de Madame la ministre. Aucune enquête n'a été menée, aucune sanction prise à l'encontre des dirigeants du stade de Reims. La FFF poursuit sa politique de mépris du joueur. L'association se rendra prochainement dans les locaux de la FFF afin que son président se positionne sur cette affaire. Si aucune action forte n'est entreprise, l'association reviendra de nouveau vers Madame la ministre afin de contraindre les autorités footballistiques à assumer leur rôle. Qu'en est-il de l'état de santé du joueur ? Anatole, qui a beaucoup de mal à se remettre de ce qu'il a subi, a été ausculté par un médecin qui conclut après examen à un état dépressif réactionnel à une décision de son employeur ressentie comme une agression injuste. Le joueur, qui avait validé son accession en Ligue 1 avec le club, en a été privé malgré son contrat en cours. Imaginez si la LFP privait un club de sa montée en division supérieure légitimement acquise. Tout le monde crierait au scandale. Pourquoi n'est-ce pas le cas lorsqu'un club inflige cela à un joueur ? De plus, Anatole attendait un heureux événement en ce début d'année 2019 et souhaitait rester à Reims pour accompagner au mieux son épouse le temps de sa grossesse et de son accouchement. Cette situation a donc énormément affecté sa vie personnelle car son état dépressif ne lui permettait pas d'être au mieux de sa forme et donc de s'occuper convenablement de sa famille. Pour essayer de se reconstruire, mais surtout pour ne pas arriver peu à peu sur le chemin de la précarité, Anatole a décidé de reprendre le football dans un autre club, parallèlement à la gestion de ses procédures. Tous les clubs français qui souhaitaient auparavant s'octroyer ses services n'ont pas voulu l'engager. Serait-il malvenu dans le football français de se battre pour ses droits ?
Existerait-il une solidarité entre les dirigeants de clubs visant à préserver les intérêts de clubs au détriment de la santé psychologique des joueurs de football ? Il a donc été contraint de signer dans un championnat étranger, en Allemagne. Concernant la procédure pénale, Anatole s'est rendu ce mardi 7 mai 2019 au tribunal de Reims, comme le démontrent les citations à comparaître reçues par M. Guillon et M. Lacour par voie d'huissier le 20 février 2019. Le montant de la consignation a été fixé et la date de la première audience déterminée. Le juge a donné rendez-vous aux deux parties le 1er octobre 2019 pour les débats contradictoires. Le dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse contre M. Lacour, après un classement sans suite du parquet de Reims, a fait l'objet d'une révision de décision de la part du procureur. La nouvelle décision est attendue. Administrativement parlant, Anatole a saisi la commission paritaire d'appel de la LFP suite à la dernière notification de la commission juridique, enregistrant la rupture anticipée de son contrat de travail le 6 novembre 2018. La commission paritaire d'appel de la LFP n'a convoqué le joueur que le 28 mars 2019, soit plus de 4 mois et demi après. Le joueur n'ayant pu s'y présenter ce jour, car tenu par des engagements auprès de son nouveau club, il a demandé à ce qu'une nouvelle date soit fixée. Il est aujourd'hui dans l'attente, espérant qu'il ne sera pas contraint d'attendre un délai aussi long. Un nouveau documentaire sera prochainement réalisé afin de mettre en lumière les suites données à ce dossier. Vous pouvez néanmoins déjà constater à travers cette vidéo qu'il est très difficile pour un footballeur de faire valoir ses droits, même lorsqu'il dispose de preuves parfaites le disculpant des faits qui lui sont reprochés. Anatole a choisi d'aller jusqu'au bout des procédures, quitte à en payer le prix. Il souhaite ainsi briser l'omerta qui existe dans le football sur ces questions de violence psychologique. Madame la ministre des Sports avait à juste titre tenu ce même discours. Discrimination, harcèlement sont des pratiques assez cousines, Roxana Maracineanu. Dans le sport, on n'en a pas beaucoup parlé du harcèlement quand a éclaté le scandale MeToo. Il n'y en a pas, ou plus vraisemblablement, personne n'a osé lever le couvercle. Je crois qu'il y a une omerta sur tous ces sujets dans le milieu du sport parce que voilà, les associations, les fédérations se sont là. Il y a une omerta. C'est-à-dire qu'il y a la loi du silence. Il y a pas Votre de raison. prédécesseur a dit il n'y a pas d'omerta. Vous dites il y a une omerta, il y a une loi du silence qui empêche les gens de clairement, parce que ces pratiques, il n'y a pas de raison qu'elles n'existent pas dans le sport comme elles existent ailleurs. D'autant plus. Même pas plus. Bah oui, dans d'autant le sport plus. Et il est hors de question que des gens qui sont dans ce type de sport où il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'argent, puissent aujourd'hui se sentir hors sol et passent hors la loi. Il est temps que les instances du football protègent les joueurs victimes de telles pratiques et qu'elles cessent de faire obstruction à la justice. Elles ont le pouvoir d'infliger des sanctions administratives à toute personne ne respectant pas l'éthique et la déontologie du football. Pourquoi ne le font-elles pas lorsque des cas aussi concrets sont portés à leur connaissance ? L'article 507 n'offre plus une protection suffisante aux joueurs contre ces pratiques. Nous nous tournons une nouvelle fois vers nos concitoyens pour montrer qu'ensemble, solidaires, nous saurons nous faire entendre et mettre un terme à ces pratiques. Merci donc de partager au maximum cette vidéo afin d'alerter nos concitoyens sur l'inaction des autorités footballistiques sur ces cas de violence psychologique. Une goutte seule ne peut pas éteindre un feu, mais des millions, ensemble, en sont capables. Votre clic sera peut-être le déclic.